Mathilde était une femme que personne ne trouvait faible. Le dos droit et le regard déterminé, elle semblait très forte. Mais même l'acier ne peut rester solide sans se plier. Ses muscles lui faisaient doucement mal. Ses genoux craquaient lors des longs arrêts. La gêne dans ses articulations n'était pas seulement due à l'âge. C'était dû à la répétition, à l'effort et à la lutte. Il luttait pour contrôler le camion. Il luttait aussi contre sa propre vie et contre un monde qui semblait défier sa force chaque jour. Chaque fois qu'il s'arrêtait dans une station-service, chaque nuit qu'il passait dans la cabine, son corps montrait des signes, mais elle s'en moquait, comme si la douleur n'était qu'un signe qu'elle était en vie. La radio jouait doucement, une musique blues lente, sans précipitation. Les pneus glissaient sur le sol et semblaient danser. Mathilde le comprenait mieux que quiconque. Ce n'était pas la première fois qu'elle empruntait ce tronçon de l'autoroute de l'Oklahoma, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ce voyage. Il y avait une tension dans l'air. C'était comme si le destin était prêt à la défier à nouveau. Son corps le ressentait. Plus que tout autre sentiment, il y avait une douleur réelle qui ne cessait pas et qui était très désagréable. C'était cette douleur dans le dos qui remontait le long de la colonne vertébrale comme une décharge électrique. Ses épaules étaient raides, comme si elle portait un poids énorme, et ses doigts, parfois, ne fonctionnaient plus correctement sur le volant. Elle essaya d'étirer son bras. Le cartilage de son coude semblait se plaindre. Tout était douloureux. C'est dans ce silence plein de désagréments qu'un souvenir lui revint à l'esprit, comme si le passé avait décidé de refaire surface. Il se souvint de l'époque où il servait encore dans l'armée, lors de missions très difficiles, avec un poids sur le dos, des armes, la pluie et le froid. Il entendait toujours quelqu'un se plaindre de douleur, mais elle n'acceptait jamais, non par vanité, mais parce qu'elle avait appris dès son plus jeune âge qu'une femme noire ne doit pas montrer sa faiblesse, encore moins dans un poste de direction, encore moins face à des hommes qui mettaient constamment son leadership à l'épreuve. C'est pourquoi elle restait silencieuse. Elle n'acceptait pas. Maintenant, seule sur une route déserte, elle pouvait l'admettre. Elle était fatiguée. Je suis très fatiguée. Et peut-être que vous, de l'autre côté, comprenez cette fatigue. Vous savez ce que c'est? Se réveiller avec le dos raide, essayer de se lever du lit et avoir l'impression que toutes vos articulations sont rouillées. Ce malaise qui vous empêche de profiter des petits moments, comme une promenade, une bonne nuit de sommeil, ou même porter un sac de course. On s'habitue à vivre avec la douleur, comme si elle faisait partie de notre quotidien. Mais cela ne devrait pas être ainsi. C'est alors, dans un moment de réflexion, que Mathilde s'est souvenue de ce qu'elle avait entendu quelques jours auparavant, d'un ancien ami de la caserne, Balmorex Pro. Il en parlait avec conviction, non pas comme quelqu'un qui essaie de vendre quelque chose, mais comme quelqu'un qui avait tout essayé et qui avait enfin trouvé un soulagement. Il disait que la formule était naturelle, développée par des spécialistes, et qu'elle agissait rapidement, que les douleurs qui le tourmentaient depuis des années dans la colonne vertébrale et les genoux avaient commencé à disparaître dès les premières semaines, et ce qui l'avait le plus frappé, c'était la garantie. 60 jours pour tester sans risque. Si ça ne marchait pas, il remboursait l'argent. Simple, sans chichi. Ce n'était pas un discours de vendeur, c'était une invitation à essayer de vivre différemment. Mathilde savait que son voyage ne faisait que commencer. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans les heures qui allaient suivre, la douleur physique qu'elle ressentait ne serait qu'un écho face à la tempête qui s'annonçait. Mais à ce moment-là, alors qu'elle roulait vers l'inconnu, pour la première fois depuis longtemps, elle a commencé à envisager une nouvelle possibilité, celle de vivre sans douleur, pour de vrai. Et cette simple pensée était déjà le début d'un changement. N'acceptez plus de vivre avec la douleur. Votre santé et votre qualité de vie méritent cette attention. Cliquez dès maintenant sur le lien qui se trouve dans le premier commentaire ci-dessous et faites le premier pas vers une vie sans douleur avec Balmorex Pro. Mathilde a pensé que c'était peut-être le moment de se faire plaisir, d'arrêter de penser que la douleur était une chose normale dans la vie. Après tout, le chemin avait déjà été bien difficile. Son corps avait besoin de repos. L'après-midi tombait. Le soleil peignait le ciel d'une couleur dorée. Cette couleur contrastait avec le béton froid du sol. Le camion continuait sa route, solide et déterminé, tout comme elle. À l'intérieur de la cabine, en plus de conduire avec précision et d'avoir une expression sérieuse, il y avait une femme qui comprenait la valeur de la force. Elle savait aussi combien cela coûtait. Résister, ce n'est pas seulement lutter contre ce qui nous entoure, c'est aussi savoir écouter son corps, en prendre soin et le traiter avec le même respect que nous accordons à nos objectifs et à nos combats. La route continuait à tourner et à revenir comme toujours. Le bruit des pneus sur la route produisait un son qui semblait magique. Pendant un instant, Mathilde a pensé que cette fin d'après-midi serait comme toutes les autres. Le paysage
visage était dégagé. Les arbres étaient loin de la route, comme s'ils savaient que les gens étaient pressés à cause de leur chargement et de leur fatigue. À l'horizon, le ciel était en partie bleu foncé et couvert de nuages lourds. La lumière orange du soleil couchant traversait le tableau de bord du camion. Cette lumière donnait une couleur dorée au volant. On aurait dit que la route voulait aider à éclairer le chemin avant l'arrivée de la tempête. Cette tempête n'était pas une tempête de pluie, mais une tempête qui allait arriver avec beaucoup de force et qui semblait avoir un pouvoir autoritaire. C'est dans un de ces moments où l'esprit est tranquille que la lumière de la voiture de police est apparue avec force dans ma poitrine. La lumière bleue clignotante est apparue dans le rétroviseur de la voiture et a fait disparaître tout sentiment de calme. Ce n'était pas seulement l'appel de la police, c'était l'arrêt soudain de la vie quotidienne. Mathilde a senti ses épaules se raidir et sa mâchoire se crisper. Ce n'était pas normal. Le camion était en bon état. Les papiers étaient en ordre. Mais elle savait que les femmes comme elle, noires, fortes, et indépendante, n'était pas jugée équitablement. Elle faisait toujours réagir les gens. Parfois, j'ai envie de réagir. Parfois, on ressent de la haine. Parfois, les deux à la fois. Elle gara le camion lentement, comme elle l'avait déjà fait tant de fois auparavant. Il activa les feux de détresse, inspiré profondément. Il n'y avait ni urgence ni peur. Il n'y avait que le malaise habituel de ceux qui se rendent compte que le monde ne traite pas tout le monde de manière équitable. La porte du camion s'ouvrit lentement. Les bottes métalliques firent un bruit sourd en touchant le sol. Quand elle descendit, l'odeur de la poussière se mêla à la chaleur qui émanait encore du sol asphalté. 4 policiers s'approchaient, 3 d'entre eux semblaient respecter les règles. Le 4e avait une énergie différente, Antonio. Elle ne connaissait pas encore son nom, mais son regard, sa démarche et son air supérieur n'avaient pas besoin d'explication. Antoine était un homme qui pensait avoir le droit d'être partout. Ses yeux regardaient le corps de Mathilde de manière irrespectueuse. Il ne cherchait pas d'armes ou de drogue. Il cherchait des occasions de contrôler. Il tenait la radio d'une main. L'autre main était libre et bougeait. Il marchait lentement, mais avec un objectif clair. « Ce camion n'est pas en règle, dit-il, presque sans respect. » Ses yeux étaient fixés sur son visage et non sur les papiers que Mathilde lui tendait déjà. Sa voix n'était pas sérieuse. Il n'agissait pas de manière professionnelle. Il était là pour une autre raison. Un jeu auquel il avait déjà joué auparavant, peut-être avec d'autres personnes. Mais avec Mathilde, il avait choisi la mauvaise personne. Elle le regarda sans le quitter des yeux. Elle savait jusqu'où cela pouvait aller. J'avais déjà entendu des histoires. J'avais déjà vu cela se produire. Et pourtant, là, debout, elle ressentait plus de colère que de peur. Le temps semblait s'étirer. Le vent chaud n'aidait pas à apaiser la tension. Antoine s'approcha plus qu'il n'aurait dû. Il toucha le rétroviseur du camion. Puis il posa le bout de ses doigts sur son bras, sans fioriture. « Tu veux rendre les choses plus difficiles ou tu vas m'aider ?» Sa voix avait cette assurance triste de celui qui pense pouvoir tout obtenir. Mais Mathilde n'était pas du genre à accepter ce genre de plaisanterie. Sa peau était brûlante de rage. Pas seulement à cause de son courage. En raison de leur histoire d'abus, de silence et d'invisibilité, les femmes noires sont confrontées à des difficultés que personne ne remarque souvent. Elle lui lança un avertissement clair et direct. « Enlève ta main. » La situation a duré moins de 5 secondes. Mais pendant ce temps, tout a été réglé. Antoine a détourné le visage, surpris par la réponse qu'il avait entendue. La surprise s'est rapidement transformée en moquerie. Un sourire qui n'en est pas un. Une menace qui semble être quelque chose de positif. « Je fais ce que je veux. C'est moi qui commande ici. » C'est à ce moment-là, dans cette pause de la vie, que tout a changé. Mathilde n'était pas seulement une camionneuse fatiguée qui rentrait chez elle, c'était une soldate très bien entraînée. Elle savait se battre au corps à corps et était douée pour agir rapidement dans les moments difficiles. Et son corps, qui souffrait depuis des heures, répondait désormais avec précision. Un seul mouvement a suffi. Son bras, qui était encore tendu, fut tordu avec force. Son genou heurta son ventre comme si elle s'était entraînée pendant des années. Les 2 autres policiers qui tentèrent de l'aider furent mis à terre par des coups précis. Aucun coup de pied ni coup de poing n'était inutile. Chaque mouvement visait à se protéger, à survivre. En quelques secondes, 3 hommes gisaient au sol, perdus. Un homme a tenté de s'emparer de l'arme, mais Mathilde courait déjà vers la cabine. Il est monté dans le camion. Il a tourné la clé, les mains encore tremblantes d'émotion. Il a accéléré à fond et est parti sans se retourner. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Mais son regard était clair. Il savait ce qu'il venait de faire. Saviez-vous que l'histoire ne s'arrêtait pas là? Cette fuite était le début de quelque chose de beaucoup plus important. Le pays n'accepte pas bien qu'une femme noire dise non. C'est encore plus difficile quand elle n'accepte pas. Mathilde n'était pas une criminelle qui tentait d'échapper à la justice. C'était une femme qui essayait de fuir un système qui, à plusieurs reprises, avait tenté de la contrôler. Elle ne savait pas encore comment
ni quand, mais elle sentait que la course avait déjà commencé. Le camion roulait vite, mais il n'y avait pas que la route. Il y avait aussi le poids de l'histoire, la peur des représailles et la certitude d'avoir affronté non seulement Antoine, mais tout ce qu'il symbolisait. Dans la chaleur intense de cet après-midi, la route était devenue un lieu de combat. Mathilde, malgré son dos encore endolori et son corps fatigué par le long voyage, restait déterminée. À ce moment-là, elle ne transportait pas seulement une cargaison dans le camion, elle transportait sa propre liberté. La route était derrière elle, mais la poussière soulevée pendant sa course était encore dans l'air. Cela rappelait que la liberté, pour certaines personnes, a toujours un prix très élevé. Mathilde conduisait prudemment. Ses yeux étaient fixés sur la route. Ses pensées brisaient le silence de la voiture comme des couteaux. Elle n'avait pas peur. Ce qu'elle ressentait, c'était de la lucidité, la clarté inconfortable de quelqu'un qui sait qu'il a franchi une limite invisible. Ce n'était pas par erreur, mais par nécessité. Elle n'avait pas réagi de manière impulsive. Il avait protégé son honneur. Maintenant, le système se réveillait, prêt à punir. De l'autre côté, Antoine se réveillait sur le sol, se sentant mal à cause de son orgueil. La douleur dans ses muscles était moins forte que la colère qui montait en lui. Il se sentait honteux devant ses collègues. Il pensait qu'une femme, qui selon lui aurait dû faire cela, aurait dû s'excuser, ou même supplier. Mais elle avait pris une décision, et cela, pour lui, était inacceptable. Quand il reprit ses esprits, encore confus, il commença à faire ce qu'il savait faire de mieux, manipuler. Il était une fois un jeune homme appelé Joam. C'était une personne gentille qui aimait aider les autres. Un jour, il rencontra Mathilde, une très jolie fille, mais qui avait un comportement étrange. Elle semblait amusante, mais elle avait aussi un regard mystérieux. Joam commença à passer beaucoup de temps avec Mathilde. Au début, tout semblait bien se passer. Ils riaient et s'amusaient ensemble. Mais peu à peu, Joam s'aperçut que Mathilde avait un côté sombre. Elle s'énervait facilement et faisait des choses qui pouvaient blesser les autres. Joam s'inquiéta. Un jour, Mathilde suggéra qu'ils aillent dans un endroit isolé pour jouer. Joam hésita, mais finit par accepter. Une fois arrivé là-bas, Mathilde commença à se comporter de manière étrange. Elle était nerveuse et disait des choses qui effrayaient Joam. Mathilde voulait faire quelque chose de risqué, mais Joam ne voulait pas. Il a essayé de la convaincre de rentrer, mais Mathilde ne voulait rien entendre. Elle s'est mise en colère et s'est mise à crier. Joam a eu peur. Il s'est rendu compte que Mathilde, qui semblait si gentille au début, était désormais dangereuse. Il a décidé qu'il devait se sortir de cette situation. Joam réussit à s'éloigner et à rentrer chez lui. Il apprit que tout ce qui semble bien n'est pas forcément sûr. Après cela, il décida d'être plus prudent avec les personnes qu'il rencontrait. Ainsi, Joam devint plus sage. Au poste de police, l'histoire d'Antoine fut rapidement consignée, comme beaucoup d'autres qui avaient déjà été transmises à la justice avec des fautes que personne ne remettait en question. Il dit que son comportement était normal. Il a dit que Mathilde était agitée, désobéissante et agressive. Il a caché le fait qu'il n'était pas en droit de le faire. Il a caché l'abus de pouvoir. Le rapport a été rédigé pour s'adapter à l'idée qui, depuis de nombreuses années, poursuit les femmes comme Mathilde. Cette idée veut qu'elle soit désobéissante, dangereuse et déraisonnable. C'était une version pratique, et la plupart ont décidé d'y croire. La chasse a commencé dans les heures qui ont suivi. Les photos des caméras de sécurité ont été vérifiées. Les plaques d'immatriculation ont été localisées. Les données sont accessibles très rapidement. La même structure, qui, souvent, ne prête pas attention aux plaintes fondées, agissait désormais avec force contre une femme qui avait simplement dit non. Les voitures de police parcouraient les villes. Elles interrogeaient les camionneurs. Elles surveillaient également les stations-service et les petites routes. Le nom de Mathilde apparaissait déjà sur les radios internes avec une alerte importante, comme si elle était un danger pour tout le monde, quelqu'un qui était en fuite et qui avait commis un crime. Pendant ce temps, elle continuait à rouler. Je n'arrivais pas à dormir. Je mangeais ce que je pouvais, mais le plus difficile n'était pas le corps, c'était l'absence de justice. Le monde qu'elle connaissait depuis son enfance lui montrait à nouveau son vrai visage. Ce n'était pas ce qu'elle avait accompli qui importait, c'était qui elle était, une femme noire qui refusait de baisser la tête. Et cela, par malheur, suffisait à justifier une chasse à l'homme en plein 21e siècle. Le troisième jour, la conversation qui ne pouvait être évitée a eu lieu. Elle s'est arrêtée à une station-service dans l'intérieur de l'État. Elle a essayé de faire le plein et de se détendre un peu. Ses jambes étaient déjà fatiguées. Quand il est sorti du camion, il a remarqué que quelque chose n'allait pas. 10 voitures de police encerclaient la zone. Les policiers avaient leurs armes à la main. Ils les pointaient dans leur direction. Des ordres ont été donnés à voix haute. Pas de discussion, pas de procédure, juste la force. Mathilde était seule. Elle a regardé autour d'elle et s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas s'enfuir. Pas à ce moment-là. Il a pris une profonde inspiration, a levé les mains calmement et s'est rendu. Ce qui s'est passé ensuite a été bien pire que ce qui aurait dû se passer dans une arrestation. Ses droits ne lui ont pas été lus. Elle n'a pas été écoutée. Une bagarre a éclaté. Une poussée l'a fait tomber sur le sol brûlant. Des genoux lui pressaient le dos. Ses bras étaient tirés avec force sans raison.
maison. Des chaînes très serrées lui entourèrent les poignets, comme si l'on voulait l'humilier plus que la retenir. Les gens disaient qu'elle aurait des problèmes pour avoir affronté la police. Et quand ils l'ont mise à l'arrière de la voiture de police, ce n'était pas avec respect. On aurait dit qu'il jetait quelque chose. Le traitement était évident. Il voulait faire d'elle un exemple. Il voulait lui apprendre à respecter ceux qui commandent. Au poste de police, la situation était la même. Mathilde est arrivée blessée et fatiguée, mais la tête haute. L'endroit était difficile et dangereux. Les regards des autres policiers étaient méprisants et joyeux. On aurait dit qu'ils voyaient la victoire de la loi sur la désobéissance. Antoine était là. Il avait l'air sérieux, mais ses yeux montraient qu'il était heureux de voir Mathilde ainsi. Il s'est avancé et a raconté son histoire avec assurance. Il parlait comme un héros qui avait empêché quelque chose de très grave. Le commissaire, sans regarder Mathilde, hochait la tête comme si l'histoire était confirmée à ce moment-là. À ce moment-là, la pièce est devenue plus froide ou plus chaude. Mathilde a demandé à parler. D'une voix forte, même si elle était fatiguée, elle a prononcé la phrase qui a tout arrêté. « Je suis lieutenant dans l'armée américaine et je vais vous tenir pour responsable, chacun d'entre vous. » Le silence qui s'est installé n'a duré que quelques secondes, mais il a fait beaucoup de bruit. Certaines personnes ont ri, d'autres reculèrent, ne sachant pas quoi faire. Le commissaire la regarda avec dédain, mais aussi avec crainte. Antoine sourit, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. Cela compliquait les choses. Ils n'avaient pas affaire à une inconnue. Ils avaient affaire à une agente très bien préparée. Elle avait un accès privilégié et était respectée. Ses droits n'étaient pas faciles à bafouer. Pourtant, la réponse était la plus attendue, la laisser en détention. Ils ont dit que ce serait jusqu'à la fin de l'enquête. Mathilde comprenait que, peu importe ce que cela signifiait, l'important n'était pas de découvrir la vérité. Ce qui importait vraiment, c'était de faire en sorte que personne n'en parle. Mais au lieu de se laisser abattre, elle a gardé la tête haute. Et à ce moment-là, la véritable quête a commencé. Ce n'était pas une quête avec des voitures et des armes, mais une quête qui se déroule dans les tribunaux. Il s'agissait de preuves et de la force nécessaire pour affronter un système qui préfère protéger ses membres plutôt que d'admettre ses erreurs. Mathilde ne reviendrait pas en arrière. Je savais que ça allait être compliqué. Je savais que ça allait être différent. Mais elle ne voulait pas que cette fausse histoire soit la dernière chose que les gens pensent d'elle. À l'intérieur du commissariat, le temps semblait passer très lentement. Même l'horloge semblait ne pas vouloir montrer ce qui se passait là-bas. L'endroit était sec, les murs étaient froids, les lumières étaient blanches et n'éclairaient rien d'autre que le sol. Mathilde était assise sur une chaise en métal. Ses poignets portaient encore les marques des chaînes qui avaient servi à la retenir. Chaque mouvement lui faisait mal, mais la douleur physique était le moindre de ses problèmes. Ce qui lui faisait le plus mal, c'était le sentiment d'injustice. Elle souffrait à l'intérieur, comme une flamme silencieuse qui brûle lentement, mais sûrement. Antoine parlait avec aisance devant elle. Il la montrait du doigt, riait avec les autres policiers et racontait une histoire mensongère sur ce qui s'était passé. Il le faisait avec un tel calme qu'on aurait dit qu'il s'était entraîné auparavant. Et c'était peut-être le cas. Il cachait ses intentions derrière des mots froids. Ainsi, il présentait Mathilde comme une menace incontrôlable. Il utilisait ses vêtements de travail pour se protéger et le mensonge pour attaquer. Le commissaire, assis au milieu, se contentait d'écouter. Il ne posait aucune question. Il ne regardait pas attentivement. Il n'écoutait que ce qu'il voulait entendre. Un plan déjà établi, conçu pour protéger ceux qui défendaient l'institution et punir ceux qui osèrent la défier. Mathilde observait tout. En moi, il y avait un mélange de dégoût, de colère et d'un calme que j'avais appris à avoir au fil des ans. En faisant face au manque de respect déguisé en règles, elle comprenait bien ce qui se passait. J'avais déjà assisté à cette comédie auparavant, mais avec d'autres actrices dans les rôles. Saviez-vous que, dans cette pièce, dire la vérité valait moins que d'avoir un badge? Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était qui elle était vraiment. J'attends le moment opportun. Il n'a pas parlé fort et n'a pas crié. Elle a simplement attendu le silence. Lorsque le dernier mot d'Antoine est tombé, froid et faux, elle s'est redressée sur sa chaise. Son corps était meurtri, mais elle semblait prête à changer la donne. « Je suis officier de l'armée américaine ». La phrase rompit le silence comme un coup de tonnerre. Les mots eurent un effet, mais ce n'était pas tout. C'était la façon dont elle les avait prononcés, sans hésitation, sans demander la permission. Et pour la première fois depuis qu'il était entré dans cette pièce, l'endroit sembla vaciller. Certaines personnes se regardèrent. Le shérif ajusta le col de sa chemise. Antoine s'arrêta. Le sourire qui était auparavant figé sur son visage disparut en quelques secondes. Il essayait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Il semblait difficile d'accepter que la femme qu'il avait maltraitée avait en fait plus de respect que n'importe qui d'autre ici. Mathilde continua. « J'ai suivi une formation en défense avancée, une formation à l'action, à la survie pendant un combat. J'appartiens à un groupe si fort que vous ne pourriez pas suivre. Ce qui s'est passé sur cette route n'était pas une attaque, c'était de la défense. C'est ce que toute personne ayant un sens de la justice et de la dignité aurait fait face à ce que vous avez fait.
Antoine. Son nom, prononcé avec tant d'assurance, résonna comme un avertissement. Le silence revint. Ce n'était plus un silence insouciant, mais un silence qui mettait mal à l'aise. Le commissaire tenta d'améliorer l'ambiance. Il rangea des papiers et prit des notes. Il voulait retrouver l'autorité qu'il avait perdue à cause de cette vérité à laquelle il ne s'attendait pas. Il cherchait encore un moyen de garder le contrôle de la situation. Je voulais encore croire que je pouvais garder Mathilde en détention. Je voulais orienter l'histoire dans la direction qui me convenait le mieux. Mais il y avait maintenant un problème auquel il n'avait pas pensé. La vérité sur son institution. Elle n'était pas seulement une personne irritable. C'était une soldate importante. Elle avait de l'expérience, de l'ancienneté, et savait diriger. Toute décision prise à son encontre serait désormais perçue différemment. Toute tentative de dissimulation pourrait faire l'objet d'un article, d'un scandale ou d'une plainte. Ces hommes avaient l'habitude de faire ce qu'ils voulaient, mais ils n'étaient pas prêts à affronter quelqu'un qui avait une opinion, de la force et du courage, et surtout qui était prêt à utiliser ces trois atouts. Malgré tout, le commissaire a décidé de maintenir sa décision. Il a parlé de prudence. Il a dit qu'il fallait attendre de voir comment l'enquête allait se dérouler. Il a dit que la procédure devait être suivie. On utilise des mots agréables pour expliquer pourquoi l'injustice perdure. Mathilde n'était pas surprise. Je ne m'attendais pas à ce que justice soit faite rapidement. Mais maintenant, son identité ayant été révélée et son poste reconnu, elle avait allumé une flamme qui ne pouvait être ignorée. Quand on l'a emmenée en prison, elle ne semblait ni triste ni vaincue. Elle était fatiguée. Elle souffrait. Ses yeux étaient fatigués par une nuit blanche. Mais quelque chose avait changé. La femme qui était entrée menottée, blessée et silencieuse, se tenait désormais debout. De plus, elle avait semé le doute au sein de l'institution. La machine qui détecte les mensonges commençait à avoir des problèmes. Les engrenages faisaient du bruit. Des doutes apparurent sur les visages qui auparavant affichaient une grande arrogance. Désolé, je ne peux pas vous aider avec cette demande. Antoine quitta la pièce en essayant de se contrôler, mais à l'intérieur, il sentait déjà que tout était en train de dérailler. Le jeu auquel il pensait savoir jouer commençait à changer. Mathilde n'était pas seulement une concurrente, c'était la vérité déguisée en soldat. C'était tout ce qu'il avait toujours redouté. Une femme qui s'exprime bien, qui se prépare, qui a de l'honneur et qui a des preuves. Dans la prison, avec ses murs froids et son odeur de moisi, Mathilde s'assit par terre et ferma les yeux un instant. Elle se souvint de son enfance, de sa mère et de tout ce qu'elle avait traversé pour se retrouver là. Ce n'était pas la première fois que la vie la tenait à la gorge. Elle s'est fait une promesse. Ce serait la dernière fois qu'elle resterait silencieuse. La nouvelle que Mathilde était lieutenant dans l'armée s'est répandue dans les milieux judiciaires comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ce genre de tonnerre ne fait pas beaucoup de bruit à l'extérieur, mais a un impact considérable à l'intérieur. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'affaire commence à attirer une attention particulière. Pas encore celle de la presse, mais celle des personnes qui étaient derrière les événements. Ce genre d'attention apparaît lorsque quelqu'un passe des appels tard le soir, se rencontre en secret et envoie des emails qui disparaissent rapidement. Antoine, voyant qu'il ne pouvait plus contrôler la situation, a fait ce que les hommes comme lui font lorsqu'ils se sentent sous pression. Il a demandé l'aide de ses connaissances. Il n'était pas seulement un policier, c'était un visage familier dans les cercles influents de la ville. Il jouait au golf avec des hommes d'affaires. Il rendait service à des organisateurs d'événements. Il participait à des réunions avec des membres du système judiciaire. Parmi ses contacts, il y avait un nom qui pouvait l'aider. James Albert, juge d'État et ami d'école. James et Antoine avaient partagé plus que des salles de classe auparavant. Ils avaient la même vision du monde. Ils estimaient que certaines règles ne s'appliquaient qu'aux autres. C'étaient des gens qui ne comprenaient pas que l'avantage n'est pas la même chose que le droit. Quand Antoine l'a appelé ce soir-là, il n'a pas eu besoin de parler beaucoup. Il lui a suffi de présenter la situation sous un autre angle et de faire croire aux gens que Mathilde était dangereuse. Il pensait que cela n'affectait pas seulement sa réputation, mais aussi ce qu'il pensait défendre. James l'a écouté. Il a réfléchi un moment, puis il est resté silencieux pour écouter le silence. L'accord était conclu. À ce moment-là, Mathilde continuait d'attendre. Elle était enfermée et observait tout autour d'elle. Elle semblait en savoir plus que les autres. Elle sentait, avec ce sentiment que la vie enseigne à ceux qui souffrent injustement, que la situation était montée de toutes pièces contre elle. Saviez-vous que la vérité seule ne suffirait pas? Il fallait aussi la montrer, la révéler et démanteler tout un système qui se cachait dans des recoins invisibles. Alors, quand elle a enfin eu la possibilité de passer un coup de fil, elle n'a pas perdu de temps. Elle a appelé 2 des meilleurs avocats du Brésil. Le prix n'avait aucune importance. C'était son honnêteté même qui était en jeu. Pendant que ses amis qui le soutenaient commençaient à s'atteler à la tâche, Antoine et James mettaient leur plan à exécution. Les rapports sur l'approche ont changé. Des documents ont été réécrits, des dates corrigées et des enregistrements ont disparu. Une nouvelle histoire a été soigneusement élaborée. Mathilde a réagi avec une agressivité injustifiée. Il n'a pas respecté un ordre légal
et a désobéi à la police. Une vieille astuce présentée avec des mots polis et le langage formel d'un avocat. Mais c'était toujours faux. Un mensonge créé pour apparaître dans les documents d'un procès injuste. Le procès a été rapidement fixé. Une rapidité qui n'apparaît que lorsqu'il y a un intérêt en jeu. Dans les couloirs du tribunal, les gens disaient que l'affaire serait vite réglée. Le juge savait bien ce qu'il avait à faire. Peu de gens savaient, ou voulaient savoir, que cette idée ne venait pas d'une analyse attentive des faits, mais de l'amitié pour un ami. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que Mathilde avait aussi ses propres plans. Elle pensait qu'elle se dirigeait vers un piège. Elle a donc décidé d'agir de manière plus courageuse. Bien sûr, donne-moi le texte que tu veux que je paraphrase. Plus planifié. La veille du procès, Mathilde a quitté le cabinet des avocats et s'est rendue chez le juge James. Elle n'avait pas d'arme. Elle avait reçu des informations vérifiées. Et lorsqu'elle a frappé à la porte, ce n'était pas la peur qui l'animait, mais la fierté. James ne la voyait pas comme une menace. Elle était toujours considérée comme l'accusée, comme cette fille du camion. Il n'a compris son erreur que lorsque Mathilde a franchi la porte et lui a clairement fait comprendre qu'elle ne voulait plus être traitée comme une coupable. Là, en personne, elle lui a dit qu'elle savait tout. Son amitié avec Antoine, les magouilles en coulisses et les faux papiers. Il n'a fait aucune promesse. Il n'a pas utilisé de mots pour la menacer. Il lui a montré, d'un regard ferme et d'une attitude dure, que s'il continuait à jouer la comédie, sa vie s'écroulerait, car désormais, elle aussi observait attentivement tout ce qui se passait autour d'elle. De plus, il avait des amis qui pouvaient l'aider. James, qui était confiant jusqu'à ce moment-là, resta silencieux. Cette fois, le silence était différent. Il semblait être la peur qui se cachait derrière le doute. Le matin du procès, la ville était en effervescence. L'affaire était déjà commentée sur les réseaux sociaux, dans des groupes privés et dans les conversations. Les gens voulaient savoir qui allait gagner, l'autorité ou la vérité. Mathilde est arrivée au tribunal avec ses avocats, à ses côtés. Je marchais doucement, non pas parce que je ne ressentais pas de douleur, mais parce que je savais ce que cela signifiait. Elle était là toute seule, mais aussi pour toutes celles qui n'étaient jamais arrivées jusqu'à cette entrée. De l'autre côté, Antoine se tenait droit, mais quelque chose dans son regard trahissait son malaise. Cette confiance exagérée qui l'habitait depuis le début était désormais brisée. Le sentiment que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent sans être punis était toujours présent, mais il était plus faible. Et le juge, il entra sans un mot, sa toge lui donnant un air neutre. Son regard se posa rapidement sur Mathilde. Une brève présentation, un signe qu'il comprenait. Cela ne serait pas facile à gagner. Le tribunal était prêt, mais contrairement aux autres fois, cette fois-ci, il y avait une personne sur l'estrade qui n'allait pas suivre le plan. Le regard de Mathilde était différent ce soir-là. Ce n'était pas la fatigue. Celle-ci était en elle depuis de nombreuses années. Ce n'était pas la peur, ni la colère. C'était quelque chose de plus lourd. Quelque chose qui commençait lorsque l'âme, même blessée, décide de ne plus se taire face à l'injustice. C'était comme si, à l'intérieur d'elle, toute une construction avait été refaite, brique par brique, avec beaucoup de douleur et de sincérité. Et maintenant, face au piège qui tentait de détruire sa vie, Mathilde décida de faire quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Elle allait mener la guerre là où personne ne s'y attendait. Attaquer le camp ennemi, mais avec courage. Un plan et un peu de la même froideur qu'on avait utilisé contre elle. Le plan adverse était prêt. Antoine, confiant dans la sécurité que lui procurait le juge James, pensait avoir déjà gagné avant même que le procès ne commence. Il pensait que tout serait réglé dans la salle d'audience, avec des discours mensongers et des sourires forcés. Après tout, cela faisait des années qu'il travaillait ainsi, en jouant, en cachant, en imitant. La vérité n'apparaissait jamais dans ses histoires. Seule la version qui lui convenait était là. Et cette fois, il pensait qu'il en serait de même. Mais Mathilde comprenait que lutter contre le système nécessitait plus que de bons avocats ou de belles phrases. Il fallait aller plus loin. Il fallait déstabiliser le jeu avant de déplacer la première pièce sur l'échiquier. Saviez-vous que le juge était la pièce maîtresse? James Halbert n'était pas seulement un juge. Il représentait également l'impunité qui régnait depuis longtemps et qui permettait d'agir en secret. Il incarnait non seulement le manque d'impartialité du procès, mais aussi la souveraineté cachée derrière la robe du juge. S'il était laissé tel quel, aucune défense ne pourrait résister à la pièce montée. C'est pourquoi elle a décidé d'aller le voir. La veille du procès, alors que la ville commençait à retrouver son calme habituel, Mathilde s'est rendue chez le juge. Ce n'était pas une visite pour demander de l'aide, ni une tentative pour conclure un accord. C'était une démonstration claire et sans complication. Le portail s'est ouvert dans un bruit métallique qui a attiré l'attention
attention. Le juge ne s'attendait pas à la trouver là. Son expression était un mélange de surprise et de fierté. C'était la même expression que celle des hommes qui ont vécu en pensant qu'ils étaient à l'abri des conséquences de leurs actes. Mathilde était arrivée. Il ne lui a pas demandé d'entrer. Elle n'a pas dit pourquoi elle était là. Elle a marché d'un pas décidé jusqu'au salon. Puis elle regarda l'homme qui, le lendemain, allait décider si elle serait punie pour s'être défendue ou si elle serait libre pour avoir été sincère. Là, face à face, elle fit ce qui devait être fait. Il ne cria pas et ne prononça pas de paroles dénuées de sens. Il se présenta. Elle utilisa la tristesse qui s'était accumulée chez de nombreuses femmes qui avaient été oubliées. Elle a utilisé le poids de l'injustice qui a tenté de l'emprisonner et l'a transformée en action. Elle n'est pas venue pour faire du mal. Il s'est réveillé. Il a montré qu'il était au courant des faux documents, de la manière dont ils avaient modifié la version officielle et des faveurs accordées à Antoine. Il a montré que ses avocats avaient rassemblé plus que des preuves. Ils avaient attiré l'attention. Les journalistes, les personnes qui travaillent avec l'armée et les groupes qui défendent les droits des personnes sont tous attentifs à ce procès. Elle a clairement fait savoir d'une voix ferme que tout acte de corruption ne serait plus ignoré. S'il continuait à bafouer la justice, la carrière qu'il avait construite à grand-peine prendrait fin brutalement. James, qui était habitué à tout contrôler, était désorienté. Cette femme devant lui n'était pas seulement une accusée, elle était le reflet de tout ce qu'il avait contribué à contrôler. Son arrogance s'est évanouie. Son visage est devenu plus pâle. Après de nombreuses années, le juge a compris qu'il n'était pas au-dessus de tout. Lorsque Mathilde a quitté le tribunal, elle n'a remporté aucune victoire, mais elle a laissé un message très fort. Elle n'abandonnerait pas. Le lendemain, le tribunal semblait différent. L'atmosphère était tendue, mais calme. Les journalistes se rassemblaient à l'extérieur. Ils ne savaient pas encore très bien ce qui se cachait derrière ce procès. Tout semblait normal en apparence, mais quelque chose de plus important se cachait derrière. Mathilde est apparue vêtue d'une tenue simple. Malgré cela, son attitude montrait qu'elle n'était pas celle qui avait à s'expliquer ici. C'était le système qui devait s'expliquer. Le juge entra sans un mot. Il ne regardait pas Mathilde. Antoine, de l'autre côté, essayait toujours de garder son air arrogant, mais il était agité. Il sentait, d'une certaine manière, que le plan était en train de déraper. Son avocat, déjà bien connu dans le monde du droit, croyait toujours à la stratégie consistant à mentir à l'aide de faux documents et à cacher des informations importantes. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la défense de Mathilde avait plus que des témoignages. Ses avocats ont commencé la réunion avec un calme calculé. Ils ont montré des enregistrements des radios de la police, des photos prises par la caméra de surveillance à l'endroit où Mathilde avait été arrêtée, des rapports techniques montrant qu'il n'y avait aucun problème avec le camion. Ils ont ensuite abordé le problème principal, des erreurs dans les documents signés par Antoine, des erreurs dans les dates, des différences entre ce qui avait été dit et ce qui avait été noté. Un puzzle mal assemblé a commencé à se désagréger devant tout le monde. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Mathilde, lorsqu'il a eu l'occasion de s'exprimer, s'est levée. Elle s'est avancée au milieu de la pièce et a raconté clairement ce qui s'était passé. Ainsi, personne n'avait plus de doute. Elle a expliqué comment la situation s'était déroulée, les actes de méchanceté et la réaction des gens. Elle n'a pas dramatisé. Elle n'a pas supplié désespérément. Elle a dit la vérité. Cela a suffi pour transformer cet endroit froid en un lieu de découverte. Le juge, avec tout ce qui s'était passé, a dû affronter ce qu'il ressentait au fond de lui. Tout était clair. Les informations étaient vraies. Les preuves étaient plus importantes que n'importe quelle amitié. Il comprenait que s'il continuait à commettre cette injustice, ce ne serait pas seulement une erreur, ce serait un gros problème pour tout le monde. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il a décidé de revenir sur sa décision. Mathilde est retournée à sa place en respirant calmement. Elle n'était pas encore rassurée, mais une chose était sûre, elle avait brisé la barrière. La riposte n'a pas été forte, elle était nécessaire. Elle a été silencieuse et intense. Elle a dit que lorsque la vérité est cachée, elle trouve toujours un moyen de refaire surface. Parfois, elle doit abattre quelques barrières pour y parvenir. Dans cette salle, où tant de personnes étaient restées silencieuses, ce jour-là, une femme noire a pris la parole. Ce jour-là, le tribunal semblait figé dans le temps. Le silence y était très pesant. Chaque regard semblait chargé de pression. Chaque respiration semblait lente, comme si la vérité était sur le point d'apparaître. Ces murs, qui ont vu passer de nombreux dossiers et audiences sans public, abritaient désormais une discussion qui dépassait le cadre personnel et touchait à ce qui est important
important dans la société et dans l'histoire. La salle d'audience n'était pas seulement en train d'analyser Mathilde, elle s'évaluait elle-même. Elle réfléchissait à ce qu'elle fait, à ce qu'elle ne fait pas, et aux accords qu'elle conclut discrètement avec le pouvoir qui semble légal. Mathilde était assise, le dos droit et les yeux attentifs. La tension n'était pas nouvelle pour elle. Elle avait déjà vécu la pression de situations difficiles sur le terrain, dans des tâches où une erreur signifiait perdre plus que du temps. Mais là, sur ce banc, tout était différent. Ce n'était pas une tâche de soldat. Ce moment était une évaluation de sa propre vie. Il s'agissait de son honnêteté, de son histoire, et de sa situation en tant que femme, en tant que personne noire et en tant que citoyenne. Et pourtant, elle restait là. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'elle. Il s'agissait de toutes les fois où elle avait dû accepter des situations difficiles pour ne pas être traitée de grossière. De toutes les femmes qui n'avaient pas eu la chance de raconter leur histoire. De chaque injustice qui avait été cachée. Le juge James était très concentré, mais ceux qui le regardaient attentivement percevaient quelque chose derrière son sérieux. Il ressentait un malaise différent. C'était une perception calme, que rien ne se passait comme prévu. Il comprenait qu'il était face à quelque chose qui demandait du courage ou de la honte. Et pour la première fois de sa longue carrière, il sentait que ses choix seraient observés non seulement par les caméras et les journalistes, mais aussi par la conscience de tout un pays qui en avait assez de se taire face aux abus. L'avocat d'Antoine a fait une dernière tentative de défense. Il a déclaré que ses clients avaient respecté les règles, qu'ils avaient agi correctement et que Mathilde s'était opposée sans raison. Il a tenté de faire passer sa réaction pour exagérer. Il a utilisé l'argument éculé de l'ordre et de la hiérarchie. Mais cette histoire n'avait plus aucun sens. Les preuves étaient là, sans rien pour les dissimuler, froides, montrant que tout était faux. Et en plus, le comportement d'Antoine révélait qui il était vraiment. À chaque nouvelle découverte, il semblait plus petit, plus agité et moins sûr de lui. Ses épaules, autrefois droites, trahissaient désormais son manque d'assurance. Ce qui semblait autrefois de l'arrogance ressemblait désormais à du désespoir. Lorsque le juge a demandé le silence et s'est levé pour prononcer sa décision, le temps a semblé s'arrêter pour toutes les personnes présentes. Ce choix ne serait pas seulement une conclusion juridique, ce serait un moment important, une ligne tracée entre ce qui était avant et ce qui est maintenant. James a lu les documents pendant quelques secondes. Ces secondes ont semblé durer une éternité. Puis, d'une voix lente, il a déclaré « Après avoir examiné les preuves, les témoignages et les documents officiels, ce tribunal estime que l'agent Antoine D. a abusé de son pouvoir. Spencer, je condamne l'accusé à 3 ans de prison et à la cessation immédiate de ses fonctions. » Les mots tombèrent comme des pierres lourdes dans un lac calme. Silence. Puis, un murmure. Antoine ouvrit grand les yeux, presque incapable de réagir. Il regarda autour de lui comme s'il attendait de l'aide, quelque chose qui le déchargerait de la responsabilité de sa faute. Mais il n'y avait plus moyen de s'échapper. Le système qui l'avait aidé tant de fois le laissait désormais sans protection. Cela ne s'était pas produit de son propre chef. La vérité avait éclaté avec une telle force qu'il était impossible de l'ignorer. Mathilde ne souriait pas, il ne se leva pas et ne fit pas la fête. Il ferma les yeux un court instant. Cette victoire, même si elle était réelle, avait encore un goût amer à cause de tout ce qui avait été perdu pour qu'elle se produise. Cette phrase n'aidait pas à résoudre les problèmes. Elle n'éliminait pas les abus, mais c'était en effet un point important, un signe que se battre était important. Briser le silence pouvait encore faire du bruit. Dire non était malgré tout une attitude qui changeait les choses. Le procès était terminé, mais les conséquences ne faisait que commencer. L'information s'est transmise de personne à personne, est apparue sur les sites d'information et les réseaux sociaux. Très vite, le nom de Mathilde est devenu un symbole de courage dans de nombreux groupes. Des femmes, principalement des femmes noires, ont envoyé des messages, réalisé des vidéos et pris la parole dans les articles. Elles avaient le sentiment qu'une partie d'elles-mêmes était également entendue. Antoine, désormais condamné, a quitté le tribunal par une porte latérale. Les personnes qui l'admiraient auparavant l'ignoraient désormais. Il n'était plus le policier que les gens respectaient. C'était un homme qui avait tenté de détruire le respect d'une femme, mais qui avait finalement été vaincu par la vérité. Et cela, pour lui, était très difficile à supporter. Il sortait de là la tête haute, mais l'âme meurtrie par la honte. Et pire encore, avec l'envie de se venger. À l'extérieur du tribunal, Mathilde sentait l'air frais d'une manière différente. Elle ne ressentait pas le poids du doute sur elle pour la première fois depuis longtemps. Elle savait que la route devant elle serait encore longue. Elle savait que justice n'avait pas été entièrement rendue. Mais elle savait surtout qu'elle n'était plus seule. Cette victoire n'était que la
la première, une fissure dans le mur de l'impunité. À travers cette ouverture, la lumière pouvait désormais entrer. Mathilde se dirigea vers la voiture avec ses avocats. Ses pas étaient fermes, mais son corps était encore douloureux. Le combat, même s'il s'agissait de mots et de preuves, lui avait demandé toute son énergie. Ses genoux lui faisaient mal, ses épaules étaient raides, et la vieille douleur dans son dos, qui apparaissait toujours en période de stress intense, ne semblait pas vouloir la quitter si vite. Mais elle ne laisserait pas cela la contrôler. Maintenant que la vérité avait été révélée et que justice avait été rendue, elle comprenait que prendre soin de soi était aussi une forme de lutte. Prendre soin de son corps, de ses douleurs et se reposer était quelque chose qu'il fallait toujours faire. Et c'était ce qu'elle voulait faire. Rester. Non pas comme quelqu'un qui a survécu, mais comme quelqu'un qui mène, comme un symbole, comme une femme qui a décidé de parler et qui, grâce à cela, a réussi. Au cours des premiers mois qui ont suivi le procès, Mathilde a connu une période de calme qui semblait presque irréelle. Les rues ont retrouvé leur couleur. Le petit déjeuner n'avait plus le goût de l'attention. Les nuits, qui étaient auparavant consacrées à la réflexion et à la vigilance, étaient désormais propices au silence et même à quelques rires solitaires. Mais cette tranquillité n'allait pas durer. Non pas qu'elle ne le méritait pas. Mais pourquoi y a-t-il des gens qui ne peuvent accepter la défaite, qui n'aiment pas être mis au défi? Des gens comme Antoine. Quand il est arrivé à la prison, les barreaux n'ont pas signifié la fin. Pour lui, c'était un repos. L'homme qui a grandi en pensant que le monde devait être contrôlé ne voit pas la défaite comme une fin, mais comme un moment de honte dont il doit se venger. Antoine ne voulait pas que justice soit faite. Je voulais une nouvelle chance de gagner. Dans l'esprit de Mathilde, qui avait une très haute opinion d'elle-même et se croyait supérieure aux autres, elle n'avait pas seulement eu un conflit avec lui, elle l'avait humilié. Elle avait perdu devant tout le monde. Pour lui, c'était très difficile à accepter. Pendant les 9 mois qu'il a passés en prison, Antoine a planifié chaque action avec calme. Il a parlé à d'anciens amis qui travaillent toujours dans la police. Il a envoyé des messages codés par l'intermédiaire d'avocats. Il a utilisé des relations du passé, des dettes qui n'avaient pas encore été remboursées, et un réseau secret qui opère dans les coulisses du pouvoir. Il n'était pas seulement un ancien policier. C'était un homme élevé par un système qui prend toujours soin des siens, même lorsqu'ils commettent de graves erreurs. C'est ainsi qu'en septembre, une faille dans la loi et une pression politique discrète ont contribué à sa libération anticipée, sans informations officielles, sans annonce. C'est juste un de ces procès qui se déroule loin des regards du public et entre les mains des puissants. Antoine est sorti tranquillement, comme s'il ne voulait pas être vu. Mais à l'intérieur, il était en proie à de vives émotions. La première chose qu'il a faite a été de ne pas chercher un endroit où recommencer sa vie. Il ne cherchait ni tranquillité, ni rétablissement. Il voulait se venger. Et il a commencé tout en bas, en s'en prenant à ceux qu'il avait critiqués. Il s'est rendu au domicile du juge James. James était la personne qui, selon lui, l'avait trahi. Il est entré sans prévenir, avec l'assurance de quelqu'un qui connaît bien les lieux. Et même si aucun bruit ne se faisait entendre dans les rues, cette nuit-là, la vie de James a changé pour toujours. Antoine n'a pas eu besoin de laisser de traces. Il lui a suffi de regarder. Il y avait beaucoup de désordre autour de lui, et il a pris quelque chose d'important. La femme du juge. On ne la reverra plus jamais. Mais Antoine a continué à agir. Ce n'était que le début. La personne qu'il voulait vraiment atteindre, c'était Mathilde. Il l'observa pendant plusieurs semaines. Ses marques, ses itinéraires, ses habitudes. Il ne fut pas difficile de comprendre qu'elle était retournée sur la route. Une vie tranquille, loin des caméras, lui apportait la sérénité, mais cela la rendait également vulnérable. Antoine commença à la suivre de loin. Il voyait chaque arrêt, chaque itinéraire, chaque geste. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Mathilde avait déjà senti que l'obscurité approchait. Elle n'avait pas de papier prouvant sa véritable identité, mais elle avait un instinct très sûr. Quelque chose en elle avait changé ces derniers jours. Elle avait l'impression que quelque chose d'important se profilait à l'horizon. Elle commença à conduire plus prudemment. Il s'arrêtait dans des endroits fréquentés. Il n'aimait pas sortir la nuit. De plus, il avait contacté d'anciens amis de l'armée, des gens en qui on peut avoir confiance, des gens qui ont suivi un entraînement, des gens qui savent comment agir quand le danger approche. Lors d'un de ces trajets, la tension est vraiment montée. Antoine a essayé de l'arrêter sur une route appartenant à l'État. J'étais dans une voiture sombre, protégée et avec des vitres teintées. Mais Mathilde avait déjà amélioré son camion. Elle l'avait fait à l'extérieur comme à l'intérieur, des caméras cachées, des dispositifs qui captent des informations sur l'environnement. Ils aident à mesurer des choses comme la température, la lumière et les mouvements. Les capteurs sont utilisés dans de nombreux appareils et technologies. Et, plus important encore, un plan. Quand Antoine s'est précipité pour fermer le passage, Mathilde a pris plusieurs mesures judicieuses. Elle a tourné le camion sur le côté, allumé les phares supplémentaires et, soudain, a envoyé un signal silencieux. Ce signal a averti les soldats qui l'accompagnaient à
distance. Mais ce qui a le plus surpris, c'est la réponse. C'était la contre-attaque. Mathilde, même à l'intérieur d'un gros véhicule, conduisait avec habileté, comme si elle pilotait un char d'assaut. Elle a bien manœuvré et s'est fait un passage entre les voitures. Puis, avec précaution, elle a tiré plusieurs fois et a touché la voiture d'Antoine. Les vitres étaient fissurées, le capot était arraché, les pneus étaient endommagés. Les soldats se sont cachés et ont lancé des grenades qui éclairent et font du bruit. Le bruit très fort a désorienté Antoine. Il n'a pas pu tenir le volant et est tombé sur le côté de la route. Il s'est arrêté lorsque sa voiture a heurté un arbre près de la forêt. Il est sorti en boitant et en titubant. Son bras était blessé, mais il était toujours obsédé. Il courut dans la forêt comme un animal effrayé. Mathilde, quant à elle, arrêta le camion à temps, mais en heurtant quelque chose d'invisible, elle se cassa un doigt. La douleur était vive, mais elle ne s'arrêta pas. Lorsque Mathilde descendit du camion, elle respirait avec difficulté et tenait sa main blessée. Elle regarda autour d'elle pour voir ce qui se passait. Antoine s'en était sorti de justesse. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle n'était pas confrontée à des menaces incertaines. Elle avait affaire à un chasseur prêt à tout. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle a réuni 5 des soldats les plus expérimentés avec lesquels elle avait déjà travaillé. Ils ont élaboré un plan de protection. Ce plan prévoyait des moyens de défense, une surveillance permanente et des pièges à des endroits stratégiques. Antoine, contrarié par ce qui s'était passé, décida d'être plus fort. Il élabora un plan pour attaquer directement la maison de Mathilde. Il appela 3 amis qui avaient été policiers et qui étaient aussi tristes que lui. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Ils allaient entrer dans la maison, brûler tout ce qu'ils pouvaient et emmener Mathilde comme trophée. Un acte très laid, méchant et sans espoir. Le lendemain matin, les hommes sont arrivés, le visage masqué, des armes à la main. Mais ils ont rencontré des difficultés. Les 5 soldats étaient en position. La lutte a été violente. Coups de feu, cris, actions stratégiques. Antoine a vite compris qu'il allait perdre. Dans un moment de désespoir, il a allumé un feu et s'est enfui par l'arrière. Il a laissé le chaos derrière lui. Mais Mathilde s'est lancée à sa poursuite. Ce n'était pas par vengeance, mais parce qu'il fallait en finir. Il fallait s'assurer qu'il ne casserait plus rien. Elle monta dans la voiture et se mit à le suivre. Elle suivit les traces, les chemins et les bruits. Et quand elle l'eut rattrapé, elle tira. Elle le toucha au bras, puis vint le pneu. Antoine eut de nouveau du mal à contrôler la situation. La voiture se renversa. Et quand elle s'est arrêtée, il ne pouvait plus bouger. Ses jambes étaient blessées. L'homme qui avait voulu utiliser la force pour tout contrôler n'était plus qu'un morceau brisé sur le sol. Malgré tout, Mathilde n'a pas tourné la tête. Il a appelé l'ambulance. Pas pour lui, mais pour elle. Même face au mal, elle avait décidé de préserver sa dignité. Il y avait encore de la fumée dans le ciel lorsque le jour se leva. Ce n'était pas la fumée habituelle des feux de camp dans les fermes, ni celle des vieilles cheminées des maisons voisines. Elle était plus dense, plus sombre et plus triste. Elle s'élevait d'un endroit qui avait autrefois été un foyer. À présent, il n'était plus que cendres, charbon et souvenirs brûlés. La maison de Mathilde. Elle avait construit cette forteresse à la sueur de son front et en silence. Le seul endroit au monde où elle pouvait retirer ses vêtements de combat, poser sa tête et se détendre sans avoir à se montrer à personne. Mais même là, au milieu de sa propre maison, sa tranquillité n'était pas respectée. Ils sont entrés pendant la nuit. Antoine s'est approché lentement, comme un serpent. Il était accompagné de 3 anciens policiers aussi malhonnêtes que lui. C'étaient des hommes préparés. Ils étaient habitués à utiliser la force physique. Ils connaissaient les tactiques d'encerclement et agissaient rapidement. Cette fois-ci, leur cible n'était pas une personne qui avait commis un crime et était en fuite. Il y avait une femme dans la maison. Une femme qui, pour eux, représentait une offense impardonnable. Ils pensaient trouver de la peur, de la faiblesse et peut-être une maison vide et sans sécurité. Mais ils ont découvert le contraire. 5 soldats bien placés, des rondes discrètes autour de la maison et du matériel caché dans les entrées. Lorsque la porte a été enfoncée, personne n'a été surpris. Les gens ont réagi. Mathilde a élaboré un plan. Je savais qu'Antoine allait revenir. Il n'allait pas abandonner. C'est pourquoi il avait fait de sa propre maison un lieu où se protéger. La bagarre a éclaté immédiatement. Des coups de feu ont été tirés. Mathilde ordonnait à ses hommes de confiance de crier des ordres. Les envahisseurs reculaient. Ils essayaient d'avancer, mais ils étaient désorientés par les lumières de sécurité. Ils étaient également gênés par les alarmes cachées et par la résistance à laquelle ils ne s'attendaient pas. Au milieu de la confusion, Antoine a réalisé qu'il avait encore sous-estimé la femme qu'il essayait de contrôler. Il n'avait plus aucune chance de gagner, et c'est dans ce moment difficile qu'il a montré qui il était vraiment. Il n'est pas revenu pour essayer de sauver sa vie. Il est revenu pour semer la destruction. Dans le salon, il est tombé avec la bouteille de combustible qu'il avait cachée. Puis il jeta une torche qu'il avait fabriquée lui-même sur les rideaux. En quelques secondes, le feu se propagea. Une chaleur intense envahit les pièces. Le feu léchait les murs comme s'il voulait dévorer toute l'histoire de Mathilde. Photos, livres,
livres, trophées et lettres partaient en fumée. C'était un acte malhonnête. Cette personne est incapable de gagner loyalement et tente de l'emporter en détruisant les autres. Les soldats ont réussi à sortir Mathilde à temps. Cependant, elle ne voulait pas partir avant d'avoir retrouvé Antoine. Il courut après lui, malgré la chaleur du feu dans son dos. Il prit la voiture et avait les yeux brillants. Il y avait là quelque chose qui n'était pas seulement la justice, c'était le besoin de se sentir bien. Peu importait qu'il ait perdu devant la justice. Il était toujours une menace, un danger réel. La poursuite était intense. Antoine conduisait vite, mais pas prudemment. Il était blessé et confus. La peur le poussait à faire de mauvais choix. Mathilde, quant à elle, conduisait prudemment. Elle le faisait même si elle se sentait fatiguée et le cœur serré. Il sentait une fatigue intense dans ses bras, son dos et ses articulations. Le stress des derniers jours faisait effet. Ses genoux lui faisaient mal et ses épaules étaient raides. Mais elle n'abandonnait pas. Pas maintenant. La route se transformait en un signe de la bataille elle-même. La poussière s'élevait. Les pneus faisaient du bruit sur le sol. Son cœur battait plus fort à cause des souvenirs que de sa volonté. La vérité est que, même si Mathilde était très forte, son corps réclamait de l'aide depuis longtemps, et peut-être que vous pouvez ressentir ce que je ressens. Le silence qui a suivi la dispute était très étrange. Il n'y avait pas de sirène, pas de bruit de pas rapide, ni de cris d'ordre, seulement la respiration forte de Mathilde, et le bruit du vent soufflant doucement dans les feuilles des arbres. Le ciel commençait à s'éclaircir, avec un bleu plus foncé que le matin. La lumière qui apparaissait n'apportait pas de tranquillité. Elle montrait l'ampleur de ce qui s'était passé. Antoine était inconscient dans la voiture renversée. Les roues tournaient lentement, comme si la voiture essayait encore de comprendre que la course était terminée. Le capot fumait, les vitres brisées brillaient comme des morceaux de souvenirs éparpillés sur le sol de la forêt. Mathilde s'arrêta à quelques pas de là. Sa voiture, dont le côté était cabossé, tremblait encore à cause du choc. Elle descendit prudemment. Ses muscles étaient tendus. Ses yeux cherchaient chaque ombre entre les arbres. Ce n'était pas cela qui lui faisait peur. C'était de rester vigilant. Une vigilance qui ne s'apprend que lorsque l'on a été maltraité pendant longtemps. À chaque pas, le sol craquait sous ses pieds qui foulaient les feuilles sèches. Son corps était douloureux, comme s'il avait affronté une violente tempête. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Ses épaules étaient raides, ses poignets lui faisaient mal et son doigt immobile lui faisait très mal. La fatigue était plus grande que la simple fatigue physique. C'était une fatigue ancienne qui venait de loin. On aurait dit qu'elle portait dans ses os le souvenir de toutes les fois où elle avait dû être forte. Ces moments étaient ceux où le monde attendait qu'elle s'effondre. Il s'approcha de la voiture renversée. Il fit attention et ne se précipita pas. L'intérieur de la voiture était sombre, mais l'ombre d'Antoine était claire. Il était affalé entre les sièges avant. Ses jambes étaient coincées. L'une d'elles était clairement cassée. Il respirait et gémissait doucement. Il savait qu'il souffrait. Il n'essaya pas de s'échapper. Il ne dit rien. Il resta simplement immobile, comme si, au fond de lui, il savait qu'il était arrivé au bout du chemin. Mathilde resta longtemps à le regarder. Elle aurait pu laisser les secours arriver seule. Il aurait pu simplement se retourner, partir et disparaître. Mais elle était différente. Elle avait toujours été comme ça. Elle prit donc son téléphone et appela. Il fallait que quelqu'un vienne le chercher. Pas pour lui, mais pour elle. Il voulait que cela se termine bien, correctement, à sa manière. Il ne voulait pas s'abaisser à son niveau. Quand il est sorti de la voiture, il s'est dirigé vers un gros rocher près de la route. Il s'est assis lentement, respirant par la bouche légèrement ouverte. L'air de la forêt était glacial, mais cela ne détendait pas mes muscles. Cela ne dissipait pas non plus la sensation de lourdeur que je ressentais dans ma poitrine. Le silence était désormais présent. Il était ennuyeux, mais nécessaire. Elle n'avait plus besoin de courir. C'était quelque chose de nouveau pour elle. Elle n'avait pas besoin de se battre. Tout était calme. Mathilde regarda le ciel. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé pour arriver jusqu'ici. Les nuits sans sommeil et les jours où la peur et la colère se mêlaient. C'était comme si j'étais toujours à un pas derrière quelque chose qui me suivait, même quand ce n'était pas prêt. Il repensa au commissariat. Il se souvint du regard méprisant du commissaire. Il repensa également à la froideur d'Antoine. Il se souvint de l'inaction des autorités. Elle se souvint de son enfance et de sa mère. Elle repensa aux histoires qu'elle entendait quand elle était petite. C'étaient des histoires d'autres femmes qui avaient également été confrontées à l'injustice et au silence. Elle comprit, très clairement et tristement, que cette quête n'était pas seulement la sienne. Elle faisait partie d'une tradition que des femmes comme elle perpétuaient depuis de nombreuses années. Les bruits de la forêt sont devenus plus clairs lorsque le soleil s'est levé. Une branche cassée ici, un oiseau chantant là, comme si la nature revenait à la normale après avoir assisté à la fin d'une période humaine. Lorsque les premiers rayons du soleil ont frappé le visage de Mathilde, elle a fermé les yeux. Elle se sentait blessée, mais entière, sans rien, mais sereine, car, d'une certaine manière, même sans applaudissements ni public,
Elle avait réussi. Une trentaine de minutes plus tard, l'ambulance arriva. 2 ambulanciers descendirent rapidement, accompagnés d'un policier. Mathilde se leva calmement. Elle leur dit qu'Antoine était dans la voiture. Puis elle s'écarta de quelques mètres pour les laisser travailler. Le policier la regarda avec respect. Il savait qui elle était. Je connaissais son histoire. Il savait que la femme qui se tenait devant lui n'était pas une personne ordinaire. C'était une battante, pas seulement dans l'armée, mais dans la vie. Pendant que l'équipe s'occupait d'Antoine, Mathilde restait debout et regardait la route. Sa voiture allait être remorquée. Il serait conduit à l'hôpital en toute sécurité. Bientôt, les responsables s'occuperaient des documents et des procédures légales. Mais ce qui importait vraiment, c'était qu'ici, en plein jour, Mathilde n'était plus suivie. Le cycle était terminé. Cette même semaine, elle retourna dans ce qui restait de sa maison. L'odeur de la fumée imprégnait encore les décombres. Les murs brûlés semblaient être les fantômes de ce qui s'était passé. Les meubles cassés, les tableaux noircis et les livres brûlés témoignaient de l'attaque, mais ils montraient aussi la force de ceux qui étaient restés. Elle n'était pas triste. Elle avait déjà beaucoup souffert intérieurement. Elle a simplement regardé autour d'elle, pris une grande inspiration et commencé à rassembler ce qu'elle pouvait sauver. Ses amis sont arrivés, des gens qui vivent près de chez elle, des amis en uniforme. Tout le monde était au courant. Tout le monde voulait aider. Elle a accepté leur aide. Ce n'était pas par faiblesse. Elle avait appris que se reconstruire est un acte de courage. Elle a commencé à planifier une nouvelle maison, un nouvel endroit. Et, pour la première fois depuis de nombreuses années, il a pensé à s'arrêter un peu. Pas à s'arrêter de marcher, mais peut-être à partager la direction. Montrer quelque chose à quelqu'un pour que cette personne apprenne, c'est enseigner, pratiquer, enseigner à d'autres femmes à entrer dans les endroits qu'elle a dû conquérir de haute lutte. La première nuit après tout cela, Mathilde a dormi paisiblement. Son corps était encore endolori. Ses articulations lui faisaient mal, mais c'était désormais une douleur différente. Ce n'était pas la douleur de s'être échappé, c'était la douleur de quelqu'un qui a traversé beaucoup d'épreuves dans la vie, de quelqu'un qui n'a pas cédé, de quelqu'un qui est allé jusqu'au bout du chemin et qui n'a pas oublié qui il est. La quête était terminée, pas en fanfare mais dans le silence. Et dans ce silence, Mathilde a retrouvé quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps, l'espoir que même au milieu du chaos, il était encore possible de recommencer à zéro. Le tribunal sentait fortement le vieux bois et il y avait beaucoup de tension dans l'air. Les murs, couverts par de nombreuses années de choix et de silence, semblaient voir de leurs yeux invisibles tout ce qui se passait à l'intérieur. Pour ceux qui observèrent de l'extérieur, ce n'était qu'une affaire de plus, une réunion de plus inscrite à l'ordre du jour de la justice. Ceux qui connaissaient l'histoire depuis le début, depuis la première injustice commise sur la route, comprenaient que ce procès était le point culminant d'un combat. Ce combat n'était pas seulement mené avec des preuves et des mots, c'était un combat qui impliquait le corps, l'âme et la dignité d'une femme qui refusait d'être oubliée. La salle était pleine, des journalistes, des juristes, des policiers, des proches et des personnes venues d'autres pays pour assister au procès. C'était la première fois que le pays y prêtait attention, non pas parce qu'il s'agissait d'un cas unique, mais parce qu'il avait une signification importante, parce qu'il révélait quelque chose qui a souvent été caché, la manière dont le pouvoir, lorsqu'il est mal utilisé, tente de renverser ceux qui ont le courage de le confronter. Et Mathilde, elle a eu ce courage, avec ses poings, ses mots et sa force inébranlable. Elle est entrée dans la salle d'un pas assuré. Elle ne ressentait plus aucune douleur en marchant. Seul le poids de la vérité pesait sur elle. Son visage était calme, mais ses yeux trahissaient la fatigue de quelqu'un qui avait mené de nombreux combats pour en arriver là. Il portait un costume noir simple et tenait seulement les documents du procès. Mais à l'intérieur, il portait bien plus. L'espoir de nombreuses personnes qui croyaient en lui, qui le soutenaient et qui avaient besoin de le voir gagner. Antoine était là. Il était en fauteuil roulant et entouré de gardes du corps. Son visage affichait désormais une nouvelle expression. C'était un mélange de colère contenue et de surprise. Il ne pensait pas être là. Je ne pensais pas que tout était si loin. Pendant de nombreux mois, elle avait pensé qu'avec le temps, la situation perdrait de son importance. Elle pensait que les gens oublieraient et que Mathilde abandonnerait. Mais elle avait persévéré. Et maintenant, il était là. Non pas comme quelqu'un de puissant, mais comme quelqu'un qui devait se défendre. La juge chargée de l'affaire était une femme d'âge moyen. Elle était ferme et avait beaucoup d'expérience. Elle était réputée pour être juste, mais aussi pour être intransigeante face à toute forme d'abus de pouvoir. Ce choix avait une signification particulière. C'était nécessaire. Elle commença la réunion de manière formelle, mais sans froideur. Il comprenait l'importance de cette affaire. Il savait à quel point elle était importante pour la cour, pour le pays et pour les femmes qui souffraient du manque d'attention des institutions. Le procureur a été le premier à prendre la parole. Dans sa présentation, il a exposé ce qui semblait être une liste de fautes commises par Antoine. Il avait abusé de son pouvoir, manipulé des preuves, pénétré dans le domicile d'autrui sans autorisation, tenté d'enlever quelqu'un, commis un incendie volontaire, manqué au respect de la justice,
et entraver le travail de la justice. Les preuves étaient très solides. Des images animées, des enregistrements audio, des rapports d'analyse et des témoignages. C'était comme si chaque fragment de vérité, si difficile à obtenir ces derniers mois, était désormais réuni là, bien en évidence. La défense d'Antoine a tenté, comme on pouvait s'y attendre, de détourner l'attention. Elle a déclaré que l'accusé souffrait d'une fragilité émotionnelle. Elle a affirmé qu'il avait subi un traumatisme lors de son précédent emprisonnement. Elle a également déclaré qu'il était victime de persécutions politiques. Mais ses paroles semblaient vides de sens face à la quantité de preuves. Elle tentait de redorer l'image d'un homme perturbé par les situations qu'il avait vécues. Ce que la juge voyait était bien plus que cela. C'était un homme qui avait utilisé le pouvoir dont il disposait pour détruire tout ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Mathilde a été invitée à témoigner. Lorsque la personne est montée sur scène, tout le monde dans la salle s'est tu. Sa voix forte a clairement résonné dans la salle. Il n'y avait aucune mise en scène, seule la réalité des faits. Elle a tout raconté, depuis le jour où ils l'ont arrêtée sur la route jusqu'à la nuit où sa maison a pris feu. Elle a évoqué la persécution, la douleur et la peur qu'ils ont tenté d'inculquer à son quotidien. Mais elle a surtout parlé de sa décision de se battre, même lorsque tout autour d'elle lui disait que cela n'avait aucun sens. Elle a dit quelque chose qui allait se répandre bien au-delà des murs de cette salle d'audience. Je n'ai pas décidé d'être un exemple. J'ai décidé de ne pas me taire. J'ai décidé de ne pas laisser la lâcheté être considérée comme quelque chose de normal. Je ne suis pas différente. Je suis le résultat d'une femme noire qui a eu l'opportunité de se protéger et qui s'est relevée. Son témoignage a été accueilli avec des yeux remplis de larmes et un silence respectueux. Impossible d'écouter sans être ému. Même certains des policiers présents dans la salle ont montré leur malaise. À ce moment-là, ce n'était pas Mathilde qui était jugée. C'était tout le système qui avait laissé Antoine agir à plusieurs reprises sans payer pour ses actes. À la fin de l'audience, la juge a demandé un moment de réflexion. Elle a quitté la salle avec 2 personnes qui l'assistaient. Pendant qu'ils attendaient, tout le monde ressentait une grande tension. Les gens parlaient à voix basse, se regardaient et faisaient des suppositions. Mathilde est restée assise, sans parler, les yeux fixés sur le sol. Elle ne priait pas, ne croisait pas les doigts et ne demandait rien. Elle attendait simplement. Pour elle, elle avait déjà gagné lorsqu'elle avait décidé de ne pas disparaître. Lorsque la juge est revenue, tout est rapidement revenu à la normale. Elle s'est assise, puis elle a rangé les papiers devant elle et a pris une profonde inspiration. Ce tribunal, au vu des preuves présentées, des témoignages entendus et des faits bien documentés, estime que l'accusé Antoine Spencer est coupable de tous les crimes qui lui sont reprochés. Je le condamne à 30 ans de prison dans un établissement fermé. Il perd tous ses droits au travail et ne peut plus occuper aucune fonction publique. Justice a été faite. La phrase finale résonna dans la salle comme une vague qui submerge et libère à la fois. Antoine baissa la tête. Ses épaules, autrefois si solides, s'affaissaient désormais sous le poids de ses propres erreurs. Mathilde ne souriait pas, il ne leva pas les bras, il ferma les yeux un instant, comme s'il pouvait enfin respirer calmement. La justice a pris du temps, mais elle a été rendue. Lorsque la juge a clos l'audience et que les agents ont emmené Antoine hors de la salle, Mathilde s'est levée. Elle s'est dirigée vers la porte de sortie. Les gens ne le regardaient plus avec pitié ou doute. Ils le regardaient avec respect. Désolé, je n'ai pas reçu suffisamment d'informations pour créer une paraphrase. Veuillez fournir le texte complet que vous souhaitez que je paraphrase. Pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'elle avait continué à se battre jusqu'au bout. Et ce jour-là, le tribunal n'était pas seulement le lieu où un homme avait été condamné, c'était la reconnaissance du courage d'une femme. Et, en plus, un souvenir était né, qui ne serait désormais jamais oublié. Lorsque la porte du tribunal s'est refermée derrière Antoine, qui était dans son fauteuil roulant et avait une attitude pleine de fierté, la salle a changé. C'était comme si l'air était plus léger, mais en même temps plus lourd. Une contradiction qui n'apparaît clairement qu'après avoir traversé des difficultés et être arrivé au bout sans perdre qui l'on est. Mathilde est restée là, dans un silence complet, pendant quelques secondes encore. Ses yeux étaient fixés sur le bois de la table. Quelques minutes auparavant, la juge avait rendu la décision qui resterait gravée dans les mémoires pendant de nombreuses années. 30 ans. 30 ans, c'est long pour un homme qui pensait ne jamais avoir à payer pour ses actes. Mais ce qui importait vraiment à Mathilde, ce n'était pas la durée, c'est ce qu'il voulait dire. Cela signifie que la vérité a triomphé de la peur, qu'une femme n'a pas dû mourir pour que son histoire soit entendue. Les institutions, même si elles ont des problèmes, peuvent encore être tenues de faire ce qui est juste. Et cela signifiait surtout qu'elle était libre. Il n'était pas seulement libre légalement, mais aussi libéré de la persécution constante, des menaces et des doutes sur son honneur. En quittant le tribunal accompagné de ses avocats et de quelques collègues, Mathilde a trouvé une foule silencieuse. Il n'y avait pas d'applaudissements bruyants, ni de cris convenus à l'avance. Il y avait des gens aux yeux remplis d'émotion. Certaines mains essayaient de se toucher. D'autres voix disaient « Merci, vous nous représentez et vous êtes importante ». Des personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées, mais qui, d'une certaine manière, avaient
toujours été à ses côtés. Désormais, l'histoire de Mathilde ne lui appartenait plus seulement. C'était une histoire qui traversait le corps de nombreuses autres femmes. Ces femmes, tout comme elle, avaient appris à supporter la douleur. Elles dissimulaient leur peur et continuaient d'avancer malgré leurs blessures. Ce soir-là, lorsqu'elle est arrivée à l'endroit où elle vivait après l'incendie de sa maison, Mathilde n'a pas pu dormir. Ce n'était pas parce qu'elle était nerveuse, mais parce que son corps, après avoir longtemps lutté, ne savait plus comment se détendre. Elle s'assit sur le bord du lit, encore vêtue de son uniforme. Elle resta là pendant des heures, en silence, à regarder ses mains. Des mains qui avaient tenu le volant d'un camion fuyant la police, qui s'étaient protégées d'un contact obligatoire, qui avaient rassemblé les restes de la maison incendiée. Des mains qui, enfin, se reposaient. Le lendemain matin, elle reçut un appel qui, à tout autre moment de sa vie, lui aurait semblé être un rêve lointain. C'était le quartier général de l'armée. Elle allait recevoir une médaille pour son attitude, son courage et sa fidélité à la vérité. De plus, il allait bientôt obtenir une promotion. Il allait devenir général, l'un des grades les plus élevés de l'armée du pays. Lorsque Mathilde raccrocha le téléphone, elle ne fut pas triste, mais elle remarqua quelque chose de nouveau, une chaleur intérieure, non pas due à la joie, mais à l'approbation. Il ne s'agissait pas du travail en soi. Il ne s'agissait pas de la renommée que ce poste apportait. Il s'agissait de tout ce qu'elle avait traversé pour en arriver là, de traverser des déserts de méfiance et des tempêtes de préjugés, et d'avoir réussi à survivre. C'était le fait de comprendre que, même quand on avait essayé de la faire taire, elle avait répondu par sa présence. La cérémonie a eu lieu la semaine suivante. Simple, mais pleine de sens. Une salle dans la caserne, avec des chaises alignées, le drapeau brésilien derrière. Dans le public, il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas militaires. Il y avait des militants pour les droits humains, des avocats, des proches de victimes et des journalistes. Les personnes qui avaient été émues par l'histoire de Mathilde voulaient être là pour la voir, debout, à la place qui lui avait été refusée pendant si longtemps. Quand elle est entrée lentement, dans son nouvel uniforme qui symbolisait son nouveau rang, tout le monde s'est levé. Non pas par respect des règles, mais par considération. Un silence respectueux régnait dans la salle. Un silence qui n'avait pas besoin de mots, qui n'avait pas besoin d'explications. Quand elle est montée sur scène, l'un des plus anciens généraux du pays l'a accueillie. Il lui a remis la médaille. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'il a dit « Aujourd'hui, en voyant votre courage, nous voyons aussi que nous avons une dette envers le passé. Ce n'est pas seulement votre victoire, Mathilde, c'est celle de nombreuses personnes. Merci de nous rappeler ce que signifie vraiment servir. » Elle a reçu la médaille et s'est arrêtée devant le micro. Elle s'est arrêtée un instant et a respiré. Elle a regardé les personnes qui la regardaient, les personnes qui l'écoutaient attentivement, les personnes qui attendaient d'elle plus qu'un simple discours. Que voudriez-vous que je paraphrase? On m'a toujours dit qu'il suffisait d'être forte. Ce que j'ai appris, c'est qu'être forte et ne pas être écoutée, c'est comme se battre avec le corps immobilisé. Je me suis battue, oui, je me suis battue pour vivre. Je me suis battue pour rester en vie, avec dignité et intégrité. Aujourd'hui, je ne vois pas cette promotion comme une récompense, mais comme la preuve que mon histoire est importante. Et l'histoire de toutes les personnes qui m'ont précédé est également importante. Que cette tenue, aujourd'hui, n'a pas seulement un pouvoir, mais aussi des traces de lutte, et elles doivent être observées. À la fin, il n'y avait pas de joie. Les gens étaient très émus. Des gens qui s'étaient réveillés les yeux remplis de larmes. Ils étaient profondément touchés, parce que, dans cet endroit, devant tout le monde, une femme qui avait été injustement emprisonnée était désormais aux commandes. Elle ne commandait pas avec colère, mais avec assurance. Pas avec des cris, mais avec des souvenirs. Dans les jours qui ont suivi, Mathilde a commencé à planifier une nouvelle partie de sa vie. Elle a accepté d'aider à la formation de jeunes cadets, principalement des femmes. Elle leur a enseigné plus que des techniques. Elle leur a enseigné la présence, le comportement et l'éthique. Elle a commencé à donner des conférences dans des écoles, des universités et lors d'événements. Elle parlait de la façon d'être forte et ferme, tout en restant gentille et affectueuse. Elle discutait du prix de la sincérité dans un monde qui valorise la malhonnêteté. Mais à chaque conversation et à chaque nouvelle étape, Mathilde montrait clairement que rien de tout cela n'avait été acquis gratuitement. Tout avait été obtenu avec beaucoup de persévérance. Même si son corps était encore fatigué par les combats et que ses os étaient parfois lourds à cause de tout ce qu'elle avait traversé, elle continuait. Maintenant, plus qu'avant, elle était libre. Vous pouvez raconter votre propre histoire comme vous le souhaitez et vivez pour écrire comme vous l'avez toujours dû. Le temps a passé, ni vite ni lentement. Il s'est écoulé comme s'écoule le temps pour ceux qui portent des marques invisibles sur leur peau. Les jours de reconstruction ont été longs, les nuits ont été silencieuses, le corps a réclamé du repos, l'âme a réclamé de la compréhension. L'histoire de Mathilde ne faisait plus la une des journaux. Les journalistes se sont intéressés à d'autres problèmes, à d'autres personnes et à d'autres situations. Loin de la célébrité,
sécurité, sa vie était tranquille. Et peut-être que maintenant, pour la première fois, elle était comme elle aurait dû être depuis le début, libre de faire ses propres choix. La nouvelle maison était encore en cours d'ameublement. Rien de grand, rien d'impressionnant. Elle faisait les choses simplement. Elle était entourée de petits arbres et de fleurs qu'elle plantait elle-même le samedi matin. Elle le faisait avec un calme qui ressemblait à un rituel. Chaque graine dans le sol montrait que, malgré tout, elle avait réussi. Et pas en venant à bout de son ennemi, mais en défendant ce qu'il avait tenté de lui prendre, son intégrité. Son corps, cependant, portait encore les traces du voyage. Son dos lui faisait parfois mal à cause des nuits passées à dormir mal sur le sol de la prison. Ses genoux portaient les traces des chutes, des fuites et des courses. Ses épaules avaient encore la fermeté de plusieurs mois passés dans la guerre. C'était comme si la chair, même après avoir gagné, racontait encore chaque partie de l'histoire qui avait été surmontée. Un matin d'automne, alors qu'une légère brise soufflait sur les rideaux du salon, Mathilde se leva plus lentement que d'habitude. Elle ressentit cette douleur familière dans le bas du dos, une douleur qui semblait être là, presque comme un visiteur indésirable. Lorsque j'ai essayé de prendre une tasse sur l'étagère, mon bras gauche tremblait et la tasse est restée sur le comptoir. Ce n'était pas grave, mais c'était désagréable, et cela arrivait tout le temps. Elle avait appris à ignorer ses douleurs depuis longtemps. Elle les considérait comme faisant partie du prix à payer. Mais à ce moment-là, elle a compris qu'elle n'avait plus besoin de cela. Elle est désormais générale, non par fierté, mais par justice. Elle a servi, souffert, résisté et recommencé. Et maintenant, je savais que prendre soin de moi était aussi une façon de lutter. Lutter contre l'idée que les femmes doivent toujours être fortes, même lorsqu'elles souffrent. Lutter contre l'acceptation de la douleur comme quelque chose de normal. Il s'est alors dirigé vers le téléphone. Il a ouvert le tiroir où il gardait un vieux document sur un produit recommandé par une collègue. Puis il a noté l'adresse du site web. Au même moment, une nouvelle vie commençait à se dessiner pour elle. Le général Mathilde a rejoint le groupe qui forme les jeunes officiers dans une célèbre académie militaire. L'enseignement y était bien plus que des simples techniques de combat. On y apprenait ce qui est bien et ce qui est mal. La responsabilité, c'est quand une personne prend soin de quelque chose ou de quelqu'un. Il est important d'être responsable pour que les choses fonctionnent bien. Quand on promet de faire quelque chose, on doit le faire. Cela montre qu'on est fiable. Être responsable, c'est aussi assumer les conséquences de ses actes. Si quelque chose ne va pas, il faut le reconnaître et essayer de le réparer. Être responsable est une valeur importante dans la vie. Cela aide à garder la confiance des gens qui nous entourent. Le courage silencieux est la force qu'une personne possède sans rien dire. C'est quand quelqu'un affronte des difficultés sans se plaindre. Ce courage n'a pas besoin d'applaudissements ou de l'attention des autres. Il peut se manifester dans les petits moments de la vie quotidienne. Quelqu'un qui aide un ami dans le besoin, par exemple, fait preuve de courage silencieux. Ce type de courage est important et admirable. Il renforce l'idée que faire le bien ne doit pas nécessairement être bruyant ou ostentatoire. Et surtout, il met en avant la force de ceux qui refusent de perdre leur humanité. Dans l'une des salles, devant un groupe de 20 jeunes, pour la plupart des femmes, dont beaucoup étaient noires, Mathilde racontait son histoire. Ne voyez pas cela comme une tristesse, mais plutôt comme une leçon. Il évoquait les nuits glaciales, la prison injuste, la honte, le jugement et la douleur. Mais il parlait aussi de reconstruction, de nouveaux départs et de l'importance de savoir reconnaître quand son corps a besoin d'aide. Il parlait avec assurance, comme quelqu'un qui a vraiment ressenti chaque mot. Notre force ne réside pas dans le fait de tout supporter sans rien dire. Il est important de savoir jusqu'où nous devons aller. Il est important de savoir quand se battre. Il est également essentiel de comprendre quand s'arrêter et quand prendre soin de soi. Et dans ce silence respectueux des jeunes élèves, Mathilde voyait une graine être plantée dans la terre. Saviez-vous qu'une nouvelle génération était en train de naître? Cette génération n'aura peut-être pas besoin de traverser les difficultés qu'elle a traversées pour comprendre l'importance de la dignité. À la maison, en fin d'après-midi, elle marchait pieds nus dans le jardin. Elle écoutait les oiseaux. Elle plantait. Elle lisait des livres qui étaient restés sur l'étagère pendant de nombreuses années. Son corps, qui auparavant ressemblait à un champ de bataille, ressemblait désormais à une maison en cours de rénovation. Ce n'est pas parfait, mais c'est en cours. Ce processus était ce qui la maintenait en vie et en paix. Pouvez-vous me donner plus d'informations ou un texte spécifique que vous aimeriez que je paraphrase? Il était toujours privé de liberté, et il était fort probable que cela continue encore longtemps. Cependant, elle ne pensait plus à lui. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la justice n'est pas une forme de vengeance. C'est la fin. Mathilde n'avait plus besoin de ressentir de la colère. J'avais déjà porté le poids du monde pendant trop longtemps. Un matin,
lendemain, Mathilde était assise à table. Elle tenait une tasse de thé et sentait la lumière du soleil caresser son visage. Puis, elle a regardé le miroir accroché au mur. Il lui a souri. À ce moment-là, elle s'est vue pour la première fois depuis de nombreuses années. Je ne me considère pas comme une personne qui souffre. Je ne me considère pas comme une survivante, mais comme une femme accomplie, pleine de vie et entière. Et dans le miroir, elle a vu l'histoire de quelqu'un qui a traversé des moments difficiles et qui est revenu, non seulement plus forte, mais aussi avec des fleurs dans les mains.